Guillaume Gauzy, l'épitaphe de Seikilos, lu par l'auteur. Chapitre 1. Province proconsulaire romaine d'Asie mineure, 131 après Jésus-Christ. Le soleil, d'un écrasant pouvoir, ajouté à une route tortueuse au possible, rendait le voyage du retour des plus pénibles. Les essieux grinçants et le claquement des sabots créaient une misophonie éreintante pour la concentration, démultipliant au passage la sensation de durée du trajet. Secoué intempestivement sur sa simple planche en bois, Seikilos laissa les traits de son visage exprimer l'amplitude de son inconfort. Ce calvaire anatomique n'était qu'un petit segment dans un poids plus vaste lui serrant la poitrine. Ses yeux portaient la marque d'un tourment sourd et lancinant, si tenace qu'il était devenu un véritable compagnon de route. Les exigences de sa carrière musicale le contraignaient à de longs et fréquents voyages à travers la province. La finesse de son jeu de pandoura, d'olos et de lyre était très prisée, que ce fût pour initier de nouveaux élèves ou pour charmer un auditoire. Malgré sa dévotion artistique et cet élan toujours aussi passionné pour la musique, il se heurtait à une répulsion grandissante pour les longs voyages, à la douleur de l'exil et, avant tout, au vide laissé par l'absence d'Euterpe, sa bien-aimée. Au travers d'arbres épars, les premières maisons aux toits de tuiles rouges de Tralles commencèrent à se profiler. Pourtant, cette promesse de fin de périple n'apaisa Seikilos d'aucune manière. Son tumulte intérieur, exacerbé par les soubresauts, le poussa à quérir à Léniokos, le conducteur taciturne, d'arrêter immédiatement le transport. Peut-être quelques pas parviendrait-il à calmer sa respiration saccadée. Les premiers pas furent hésitants, mais déambuler vers un recoin ombragé s'avéra une résolution bénéfique. Une parcelle de cet étrange tracas se soustrayait à chaque foulée accomplie. L'air dans ses poumons se cadença avec une plus grande quiétude. C'était au bord d'un lac chétif aux eaux calmes et limpides que l'accalmie revint définitivement par le parfum familier de sa terre natale et du chant des oiseaux semblant être une louange à son retour. Il pouvait donc rebrousser chemin vers la charrette. Avant même d'avoir effectué un simple mouvement, son regard fut attiré par le ondulement délicat de 3 voiles blancs se présentant comme des spectres dansant entre les oliviers. Le manque cruel de sommeil pouvait aisément engendrer ce genre de manifestation trompeuse, se persuada-t-il avant de faire volte-face pour repartir. « Comment s'est passé ton séjour à Antioche ?» demanda une voix aussi douce qu'une mélopée. Un friseli glacé se grava sur l'échine de Seikilos lorsqu'il pivota. Là, flottant au-dessus de l'eau, se tenaient 3 femmes. Sans nul doute, celles dont les voiles fantomatiques avaient voltigé au gré du vent quelques instants auparavant. Il émanait de leur charisme magnétique et de leurs allures éthérées une promesse silencieuse de secret et de mystère. Ce n'était pas une majesté turbulente ou ostentatoire, mais une harmonie qui vous boulonne sur place. Détourner les yeux devenait une action inconcevable. Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, alors qu'une des apparitions redescendit sur la terre ferme et dans sa direction. « Tu seras peut-être moins timide sans la théâtralité ?» Seikilos s'assit sur une pierre afin de faciliter sa recomposition. « Je ne vous ai jamais vu et j'ai pourtant la vorace impression de vous connaître.
La femme esquissa un sourire railleur et lui offrit un début de réponse tout en se mouvant gracieusement autour de lui. « Tu me connais, car je te rends souvent visite. Que tu le perçoives clairement dans tes songes, ou plus discrètement, comme une brise de mots agréables, tandis que tu composais. » Le musicien arbora un air penaud, réalisant l'extravagance de la pensée qu'il venait d'émettre. « Tu m'as reconnu, je suis Euterpe, muse de la musique, fille de Zeus et de Mémosine. Aujourd'hui accompagnée de mes deux sœurs, Melpomène, muse du chant, de l'harmonie musicale et de la tragédie, et Calliope, muse de la poésie épique. » La sidération paralysa Seikilos d'une manière plus percluse que s'il eût plongé ses yeux dans ceux d'une gorgone. « Mais, dis-moi, ajouta-t-elle d'un ton mêlant charme et formalisme, tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Comment s'est passé ton séjour à Antioche? Tu as joué devant l'empereur Hadrien en personne? » Somme toute, aussi bien que possible. Oui, l'empereur était là, il faisait la visite des provinces. J'ai été convié pour les festivités. Par ailleurs, je me dois de vous remercier pour toute l'inspiration dont on m'a fait grâce et qui a réjoui le plus grand nombre. Euterpe se retourna vers ses sœurs. Toutes se mirent à rire. La flagornerie est tellement récréative. Les rires cessèrent. Surtout quand elle est employée à dissimuler des actes ignominieux. Seikilos ferma les yeux. Il était fait. De toute évidence, il était impossible de servir des boniments à des entités omniscientes. La honte, de tout son poids, lui fit baisser la tête, vissant son regard au sol. La patronne de la musique, sachant qu'il ne bougerait pas, se dressa lentement devant lui, n'offrant au champ de vision du musicien que ses pieds de déité. « Vois-tu, Seikilos, l'adultère est chose commune. Les humains sont faibles devant l'attrait du plaisir. » Quelques larmes se déposèrent au sol entre les 4 pieds. « Ton cas ici présent est bien plus singulier que cela, » continua-t-elle. « Avec moult manigances et fourberies, tu as fauté avec Sabine, l'épouse de l'empereur Hadrien. » Les larmes, en s'accumulant, s'apparentaient à la bruine. Outre la culpabilité dévastatrice qui va venir fracasser ton être et dont je n'ai cure, voici les implications des attraits de ce plaisir-là. Les moires sont catégoriques. À la suite de cette frasque, Sabine va porter puis perdre un enfant. Un secret qui va la ronger de l'intérieur. Le couple n'a pas de descendance. Sujet prospère à la discorde. Lors de la première année de la 229e Olympiade, d'une manière ou d'une autre, l'empereur aura vent de ce secret révélant au passage sa stérilité. Il fera donc assassiner sa femme. Au son de ces mots, Seikilos eut une réaction férale. Noyé dans le chagrin, il poussa un cri de bête. « Maintenant, poursuivit la muse, imagine que ton nom ou celui de ta cité soit mentionné. Qu'adviendra-t-il de la province si elle se retrouve sous le joug d'un monarque furieux? Tu as mis des innocents en danger. » Seikilos changea sa position en se mettant à genoux. Sa supplique était étouffée par le désarroi exercé sur sa gorge. « Je vous en conjure, prenez ma vie, je vous la concède en réparation. Que Thanatos et Hadès me persécutent jusqu'à la fin des âges. » Ils le feraient volontiers, et pour moins que ça. Nous avons concocté un autre châtiment pour toi. Seikilos, si les jours de Sabine sont comptés, alors ceux de ta femme le seront également. Ta femme, qui, je te le rappelle, a été nommée en mon hommage, sera emportée par la maladie. Tu en seras témoin à chaque instant, avec l'incapacité de mettre fin à ta propre vie. De plus, en tant que muse, nous te dépossédons de ta mémoire créative, passée et future. Ton œuvre antérieure est confisquée, et dès lors que de nouvelles mélodies et textes se verront élaborés,
ils seront instantanément effacés de tes souvenirs. Mais ma mémoire, c'est tout ce que j'ai pour travailler et me produire. Sans elle, ta vie ne sera que désolation. » À peine ces mots prononcés, les trois muses se changèrent en voile blanc, regagnant le cœur des bois en cabrioles chorégraphiées. Seikilos, accablé, immobile, toujours à genoux, augmenta le volume d'eau du lac avec le sel de ses larmes pendant des minutes assassines. Retrouvant le chemin de la charrette d'un pas lourd et réticent, il découvrit un Eniokos dont la patience s'était assurément métamorphosée en un cœur de ronflement épais. Une somnolence que Seikilos envia ardemment. Ils se remirent en route sur un chemin de terre ocre s'insinuant entre les oliviers. Le retour à Thrall s'assimilait invariablement à une redécouverte intime. L'assemblage harmonieux des toitures, où les tuiles vermeilles côtoyaient la blancheur des pierres affinées par le temps, encerclait l'agora. L'effervescence palpitante de cette dernière en faisait le cœur vibrant de la vallée du Méandre. Des chariots chargés de marchandises, tirés par des bœufs placides, se frayaient un chemin à travers la foule. L'arôme des épices, des fruits mûrs et du pain fraîchement cuit lui rappelait instantanément ses jeunes années passées à aider ses parents maraîchers. Au détour d'une ruelle, il aperçut un théâtre antique dont les gradins de pierre semblaient encore murmurer les échos des tragédies et les éclats de rire d'autrefois. Les colonnades d'architecture grecque se dressaient avec une noble prestance, nonobstant l'empreinte manifeste de la Pax Romana et son lot d'édifices austères. À mesure qu'il progressait, sa langue maternelle se mêlait aux sonorités plus âpres du latin. Une cité à la fois inchangée dans son esprit et transformée par l'ascendant de l'Empire. Une cohabitation entre le révolu et le contemporain, entre la tradition hellénique et la modernité romaine. Thrall se révélait ainsi. Devant sa demeure, Seikilos resta immobile pendant un moment. L'envie irrépressible de revoir son épouse se vit lestée par la surcharge de culpabilité et de confusion. Tout avoué serait reconnaître son imputation dans la trahison et la condamnation à mort. Dans l'arène des décisions difficiles, fâcheusement, la dérobade emporte souvent les duels qui l'opposent à la bravoure. Il entra discrètement avec l'allant d'un être froussard ne sachant pas où se mettre, comme s'il craignait de gâter la sérénité ambiante. Personne dans les alentours. Il se dirigea vers la chambre pour y déposer ses instruments. Le seuil franchi, la pénombre de la pièce amena un prompt réconfort aux yeux et à l'âme. Il la vit sur la couche, les traits détendus par le repos. Rien que la légère respiration qui soulevait à peine sa poitrine offrait une image bouleversante et simple de splendeur. N'osant troubler ce qu'il voyait, il prit place avec la plus grande des délicatesses sur un tabouret de bois sombre, juste pour la regarder. Dans le doux clair-obscur, les nuances de sa peau ambrée se faisaient plus subtiles. Une peau racontant des récits de rencontres et de rivages opposés entre la douceur ivoirine des statues cycladiques et les nuances dorées des sables du royaume de Maurétanie. Il soupira son désespoir tout en baissant la tête, harassé par la conscience de sa propre sottise et du fardeau d'être un destructeur. Le silence se brisa de la plus jolie des manières. « Tu es rentré ? Désolée, je me suis assoupie, » dit-elle d'une voix altérée par la somnolence. « Ne t'en fais pas. Un retour victorieux de la guerre, célébré devant Arès lui-même, ne vaut pas ce que j'ai eu la chance de contempler en rentrant dans la chambre. Vous autres, les rhapsodes, vous rendriez grandiloquent une querelle de coq, répondit-elle, agacée et amusée. Cette réponse faisant mouche, ils s'en amusèrent tous deux. Je suis navré, Seikilos. Je sais que tu dois être éreinté.
Je me sens encore un peu blême. Pourrais-tu me jouer ton ode à volubilis afin que je regagne des songes paisibles ?» Éreinté était peu dire. Le voyage aller et retour vit s'additionner les stades et les hippicons à n'en plus finir. Tribut évident d'une notoriété établie et d'une volonté impériale irrécusable. En d'autres circonstances, Seikilos aurait qualifié la requête de sa femme d'agréable caprice. Aujourd'hui, c'est le moins qu'il puisse faire pour rendre le reste de sa vie empreint de réjouissance. La lyre en main, il s'installa sur la couche, pinça 3 cordes, s'arrêta puis se questionna à haute et craintive voix. Quelle est la première strophe ? Euterpe posa sa main bienveillante sur la jambe du musicien et le fixa dans les yeux avec toute la complicité du monde dans le sourire. Pas d'inquiétude, tu es simplement exténué. Dormons, nous échangerons plus tard, à tête reposée. Seikilos s'allongea. Son épouse repositionna sa main sur sa poitrine. Le vacarme du jour s'était évanoui, le laissant dans une solitude introspective avec le vertige du gouffre de ses pensées. L'absence soudain de distraction exacerbait l'étau de la culpabilité et l'ampleur pondérale des tracas. Le sommeil ne vint pas facilement. Il demeura ainsi, forçat de sa pénitence, jusqu'à ce qu'une unique larme brûlante s'échappe. À peine l'aurore avait-elle diapré le ciel, Seikilos, dont le sommeil avait été tourmenté, profita d'une douce brise dans son potager. Son attention errait, indécise, entre les alignements de carottes et la verdure des laitues. Assis, ses doigts crispés sur les genoux trahissaient sa préoccupation. Il fut rejoint par Euterpe. « Si la pousse des carottes te turlupine tant, je peux demander au mantis de nous révéler le jour de récolte, » plaisanta-t-elle. Seikilos vouait une admiration sans bornes pour l'esprit acéré et l'humour pétillant de son épouse. Pour ses œuvres, il avait déjà puisé plus que de raison dans sa verve drôlatique. Il le savait pertinemment. Elle aurait pu se voir attribuer une portion des lauriers si la société n'avait manifesté une telle rigueur à l'endroit de ceux qu'elle récusait comme citoyens légitimes. Il était triste de penser que son genre et ses origines plurielles pouvaient toujours être des freins sociaux à l'essor de ses talents. L'épouser avait été une odyssée à part entière. Le statut d'homme public de Seikilos avait aidé à faire des pieds et des mains pour que cela se produise. Malgré cela, une frange de la population ne laissait jamais passer une occasion de montrer son animosité envers tout ce qui n'était pas conforme au modèle grec ou romain. Seikilos leva timidement la tête alors qu'elle s'assit à ses côtés et déposa la sienne sur ses épaules. Un éphémère moment de silence teinté des échos lointains du marché s'ensuivit. « Raconte-moi, Antioche, as-tu fait des rencontres intéressantes ?» demanda-t-elle en brisant la quiétude passagère. La question, incisive comme le gladius, exposa Seikilos à la nécessité d'un choix fondamental. Le courage, force juste et altière, ou la lâcheté, tentatrice perfide offrant un refuge illusoire. Tu sais, tout est tellement dirigiste et protocolaire, je n'ai pas vraiment eu de temps pour moi, lui dit-il, ayant choisi son camp. De ce que j'ai pu entrevoir, la cité est démesurée dans tous les sens du terme. La liesse et le chaos peuvent incommoder, mais en majesté, elle n'a rien à envier à Rome ou à Alexandrie, poursuivit-il, tentant de se dérober en attisant l'imagination. Euterpe eut une inspiration rêveuse, osant caresser le songe de voyager à nouveau et d'explorer les contrées du monde qui lui sont encore inconnues. Tant de labeur l'attendait pourtant dans l'exploitation agricole. « Je dois me rendre chez Lysandra, puis chez l'herboriste, reprit-elle en revenant sur terre. As-tu besoin de quelque chose en particulier ? Non, pas que je sache. Fort bien, mon absence sera brève. Avant de partir,
Elle ébaucha ce sourire unique, accompagné de ce petit bruit de nez et du plissage de ses yeux. Un charme tel que 1000 navires achéens auraient pu appareiller pour venir la ravir, à l'instar de ce qui s'était produit jadis au nord de cette même province. À peine eut-elle franchi le seuil, Seykilos entendit un présage de mauvais augure, une quinte de tout. Chapitre 2. La lune et le soleil continuèrent inlassablement leur ballet cosmique. Euterpe, souffrante et alitée, passa une partie de l'après-midi avec Zopyros, le médicus. L'air était alourdi par le parfum entêtant des herbes médicinales que ce dernier avait apportées. Dehors, Seykilos faisait les 100 pas sur le gravier crissant sous ses sandales et rythmant son appréhension de la brève entrevue à venir. Quand ce moment fut venu, il se hâta d'aller à la rencontre de son hôte. « Seykilos, je vais être franc, » annonça le médicus de façon abrupte. « Je ne comprends pas ce qu'il se passe. »« Que veux-tu dire ?»« Je viens régulièrement depuis des lunes, poursuivit-il, et je ne peux toujours pas me résoudre à un diagnostic. »« Son état s'améliore-t-il » demanda Seykilos, sachant pertinemment que la science du médicus affrontait un mal d'ordre divin. « Je traite les symptômes avec des infusions tièdes et de l'écorce de saule, mais rien ne semble empêcher la calamité de croître. »« J'apprécie ta franchise. Merci pour tout, Zopyros. S'il est une facette de mon office que j'exècre plus encore que de me heurter aux bornes de mon savoir, ajouta le visiteur en apposant sa main sur l'épaule de Seykilos, c'est celle d'annoncer des fins imminentes. Ne trouvant pas les mots, Seykilos communiqua son assentiment par un hochement abattu de la tête. Le médicus eut un sourire de compassion avant de prendre congé. Il fallut à Seykilos quelques instants figés avant de pouvoir pénétrer à son tour dans la chambre. Euterpe tenta de se redresser, mais un infime froncement de sourcils trahit la douleur que cette action lui coûtait. Ils enlacèrent leurs mains. « J'ai bien peur de devoir annuler ma participation aux prochaines Olympiades, » souligna-t-elle avec dérision. « Le disque se lancera sans moi. » Seykilos sourit en secouant la tête. Jamais au grand jamais il n'avait vu, même dans les récits de guerre, telle dignité et courage face à l'adversité. Un détail tout autre, mais qui résonnait avec sa sensibilité d'artiste, capta son attention. Il discernait une musicalité inattendue dans l'élocution fragilisée d'Euterpe. Les syllabes hésitantes s'étiraient avec des tonalités variées. Une analogie poétique où la phrase était à la fois lexicale et musicale. Zopyros est confiant et il a laissé quelques ingrédients si tu as encore mal, précisa-t-il. Tant mieux. Avec ce qu'il m'a déjà donné, je vais pouvoir m'assoupir un peu. Lysandra va passer plus tard. Profite de ce temps pour tes propres occupations. Je ne veux pas être un fardeau. Tu ne seras jamais un fardeau, dit-il en lui embrassant le front. Il y a un endroit où je dois me rendre maintenant. Parlons plus tard. Le crépuscule avait enténébré les ruelles de la cité. Les couleurs moroses du ciel avaient fait sortir les lampes à huile de leurs tanières. Seykilos se frayait un chemin dans ce calme naissant, où seul le cri lointain d'un chien et le susurrement d'éoles l'accompagnaient. Au sommet d'une légère pente, il sut qu'il touchait au but lorsque le marbre d'un sanctuaire apparut. C'est ici, dans un lieu aux vertus miraculeuses, disait-on, qu'il était venu quérir les dernières miettes d'espoir. Le sanctuaire dédié au héros thessalien et dieu de la médecine Asclépios, fils d'Apollon et de Coronis. L'édifice, certes moindre en comparaison avec l'Asclépéion d'Épidore, n'en imposait pas moins à une âme outragée par le désespoir.
Seikilos, les genoux ployés sur la verdure des jardins du sanctuaire, faisait face à la représentation marbrée du dieu tutélaire de la guérison. Le rappel constant d'être responsable de l'infamie qui frappait sa maison le vidait de toute capacité à parler ou agir. Si les muses vengeresses étaient en train de l'observer en ce moment même, elles seraient sidérées par la monstruosité de son culot. Et puis, que dire quand on se sent indigne de pardon ? Que peut-on offrir quand sa vie ne saurait être immolée en expiation ? Les poings sur le sol, il balbutia des bribes de mots informes humidifiés par son émotion. Son langage, c'est le chant et la musique, choses qui lui ont été amputées. Il essaya vainement d'improviser quelques lignes, mais se perdit en confusion après seulement quelques instants. La frustration était une vague impétueuse qui emporta son acte de la dernière chance. La nuit avait maintenant complètement enseveli le sanctuaire. Il était difficile de distinguer ce qui se tramait autour. Il y avait pourtant au bout d'une allée une flamme solitaire. Elle oscillait, suspendue dans l'éther nocturne. Pris d'effroi, Seikilos se sentit menacé par la visite probable d'une divinité fielleuse, venue réprimander sa seule présence en ce lieu. La flamme s'avançait et sa peur grandissait. Un nouveau courroux allait s'abattre sur lui. Il ne prit pourtant pas la fuite. Fait troublant venant d'un personnage à la couardise si aguerrie. Quand la flamme fut à quelques pieds de Seikilos, une silhouette en robe s'ébaucha. Il s'agissait d'une personne s'éclairant avec une lanterne rudimentaire. L'homme portait sur lui l'évidence de sa vocation. La simplicité d'une tunique de lin clair, rehaussée par quelques discrètes bordures, une barbe fournie dans laquelle le temps avait tissé quelques fils d'argent. Un bâton de bois poli symbolisait la rectitude d'une longue vie dévouée au service sacré. « C'est de toi que viennent ces lamentations tonnantes ?» demanda le gardien. « Je croyais qu'une pauvre bête s'était coincée la patte ou qu'un ivrogne avait rendu son raisin sur mes liliums. Je suis navré d'avoir importuné ton repos, Hiérophylax. C'est moi, Seikilos, pauvre bête à la patte coincée et ivrogne en devenir. » « Seikilos, oh mais oui, pardonne ma vision vieillissante et ses travers, dit-il, avant de montrer l'emplacement d'un banc, endroit plus propice à la discussion. Tous deux prirent place. Au cœur d'une nuit pondéreuse, la flamme tenue sculptait par intermittence les contours de leur silhouette. Seikilos ne savait pas quoi dire et resta muet à observer la projection de son ombre sur le mur du sanctuaire. Son brisement était si grand qu'il ne savait pas lequel des deux était l'ombre et lequel était l'être de chair. Le hiérophylax, ressentant l'ampleur du malaise, acheva le silence. « Je sais très bien ce qui t'amène en mes murs. À Thrall, les nouvelles et les secrets se disséminent à la vitesse du Zéphyros. » Seikilos hocha tout simplement la tête. « Les choses sont bien plus compliquées qu'elles n'y paraissent, n'est-ce pas ?» poursuivit le gardien. « C'est très vrai. Ma mine spectrale ne parvient plus à le dissimuler. »« Dissimuler est futile ici-bas. Lève la tête. Tu aperçois Asclépios ?» demanda le hiérophylax en montrant du doigt un buste de marbre. « Tu sais qui est son père ?»« Oh oui, répondit aussitôt Seikilos, c'est Apollon. Le père et le fils viennent régulièrement me rendre visite en songe. Complexe personnage, cet Apollon. Apollon Moutsagetes, Apollon conducteur des muses. » Ces mots à peine éteints, Seikilos comprit instantanément que le royaume des dieux, pour fascinant qu'il se révéla, n'était pas moins perméable au commérage. « Tu sais donc tout, hiérophylax, tout de ma faiblesse, de ma honte et de mon incapacité à gérer la situation. Dans cette longue vie qui continue à m'être prêtée, dit le vieillard d'un ton protecteur et bienveillant, j'ai parcouru les cartes et côtoyé les peuples.
Je peux te l'assurer sans vergogne. Dans ce vaste monde aux différentes cultures, il y a un point commun à toutes ces créatures, c'est la nature faillible de l'être. Alors pourquoi toi, Seikilos, serais-tu différent? Des paroles de vieux sages. On ne parle pas d'avoir volé une pomme. Euterpe et la femme de l'empereur vont mourir par ma faute. Un mouvement de retrait anima Seikilos. Après tous ces moments de culpabilité intériorisée, c'était la première fois qu'il verbalisait cette pensée à voix haute. Si elle ne promettait aucune réparation, elle n'en laissait pas moins derrière elle un sillage étrange, une sensation déroutante et singulière. Tu es complètement endigué dans un fardeau qui te semble insurmontable et t'empêche d'avancer. Tu ne te crois pas digne de pardon, déclara le hiérophylaxe. Dis-moi, est-ce que tu connais l'histoire tragique d'Oreste le Vengeur? J'en ai de vagues souvenirs de tutorat, mais qu'importe. Tout ce qui est susceptible de me distraire pendant quelques instants est une denrée bienvenue. Oreste était le fils du roi Agamemnon de Mycène et de la reine Clytemnestre. Quand son père revint de Troie, auréolé de victoire et accompagné de Cassandre, sa captive, ils furent victimes d'un complot funeste ourdi par Clytemnestre et son amant Égiste, avide du trône. Oreste grandit à l'écart de ce drame, mais le jour vint où la vérité lui fut révélée. Pris dans le tourbillon d'un esprit de vengeance inouï, il frappa de son glaive vengeur sa mère et l'usurpateur. Un matricide? Quelle horreur! Murmura Seikilos. Eusébéia, la piété filiale. Sa violation est une souillure profonde. Les Érinies, déesses persécutrices, surgirent du Tartare pour tourmenter Oreste sans répit. Un procédé qui me semble bien familier. Ton dieu de tutelle, Apollon, conseilla à Oreste de se rendre à Athènes et de se jeter aux pieds de la divinité protectrice de la cité. Comment juger et pardonner un acte atroce commis en réponse à un autre? C'est sur la colline de l'Aréopage que se tint un tribunal composé de 12 citoyens athéniens. Le vote des juges fut partagé. Athéna elle-même intervint en dernier recours. Avec l'égalité des voix, la coutume athénienne accordait l'acquittement à l'accusé. Oreste avait traversé l'horreur du meurtre et le tourment de la folie, reconnut Seikilos d'un ton songeur. J'étais loin de m'imaginer que cette histoire était aussi complexe. Si un odieux matricide peut se retrouver pardonné, ne crois-tu pas que ton acte peut l'être aussi? Je n'ai l'appui d'aucune divinité pour plaider ma cause, soutint l'accablé. Tu n'en as pas besoin. Avant de quérir le pardon d'Euterpe, il faut d'abord que tu te pardonnes à toi-même. C'est la seule façon de te sortir de la tempête. Après l'éloquence apaisante de ces paroles, un silence s'installa où se berçaient les pensées au rythme craquelant de la flamme. Je te promets de méditer sur ta sagesse, hiérophylaxe, lança Seikilos en se levant. Je te remercie infiniment pour cette conversation. Je vais maintenant essayer de passer le plus de temps possible avec Euterpe et tenterai de revenir te voir bientôt. J'ai foi en toi, Seikilos. Tu trouveras le chemin d'une manière ou d'une autre. Seikilos s'engouffra dans la nuit, tentant en premier lieu de trouver le chemin de sa demeure. Bien que la conversation avec le gardien eût un effet d'onguent sur des plaies invisibles, une fièvre persistait à l'idée que ses actes méritaient une quelconque rédemption. Des fantaisies vagabondes et néfastes lui insufflèrent la possibilité qu'un malheur puisse se produire pendant son absence. Il pressa donc son pas. Ses pensées se dissipèrent à la révélation d'une demeure calme et sereine. En se dirigeant vers la chambre, il s'aperçut que ce calme se soustrayait à un bourdonnement aigu. C'était Lysandra, assise sur le tabouret et adossée au mur en train de fredonner la teneur de son assoupissement. Une main sur l'épaule suffit à la tirer de sa torpeur. En la raccompagnant à l'entrée,
Seikilos exprima toute sa gratitude pour sa présence et son soutien indéfectible. Ses amis de longue date ne s'étaient jamais quittés et avaient traversé l'existence avec l'appui d'épaules toujours disponible. L'accolade de l'au revoir ne dérogea pas à la règle. En rejoignant le refuge de l'alcôve, il se blottit contre la chaleur familière de son épouse. La volupté de sa chevelure, effleurant son visage avec une douceur exquise, fut la dernière sensation consciente avant le sommeil. Les lueurs du petit matin venant importuner les paupières de Seikilos, un grognement sourd s'échappa lorsqu'il consentit à ouvrir les yeux. Euterpe, déjà réveillé, demeurait immobile sur le dos, le regard perdu dans les arabesques du plafond. Seikilos la salua, en serrant sa main gauche d'une étreinte légère avant de déposer un baiser délicat sur son bras. Cette marque d'affection suscita chez Euterpe un sourire contraint, révélateur de sa souffrance. Elle tourna la tête dans sa direction. La perte de poids et la fébrilité avaient rendu l'expression de son visage empesée. Elle répliqua avec un bonjour abattu, en plongeant son regard dans le sien avec la volonté de ne jamais s'en défaire. Seikilos ressentit la fatalité comme jamais auparavant. C'est un poignard qui venait de lui entailler le cœur. Le moment était venu. Il fallait qu'il libère sa conscience avant qu'elle ne le supplie jusqu'à son dernier souffle. « Euterpe, il faut que tu saches, » commença-t-il timidement et en resserrant l'étreinte de leurs mains attachées. « Je ne me suis pas très bien conduit. Je t'ai trahi. Il m'a été annoncé que ton état de santé est une punition divine, » continua-t-il pris de sanglots. « Je suis le seul responsable de ce mal qui t'afflige. » Sa voix se brisa sous le poids trop grand des larmes et du chagrin. Il essaya tant bien que mal d'articuler « J'espère que tu pourras me pardonner. » Euterpe resta silencieuse pendant un moment, afin de rassembler les forces nécessaires à la conversation. « Mon bon époux, bien que tardif, je savais que ce moment arriverait, avoua-t-elle d'une voix épuisée qui résonnait encore comme une mélodie. Laisse-moi te libérer d'une part de cette charge. » Seikilos tenta de se ressaisir et d'écouter attentivement ce qui allait lui être dit. « Ma mère, paix à son âme, » poursuivit-elle, a toujours été fascinée par les oracles, si bien qu'elle consacra une part considérable de son existence à interroger les devins sur les méandres de son avenir. Durant ma prime enfance, notre famille entreprit un voyage jusqu'à Delphes pour profiter de ces rares festivités, les septéries. Euterpe s'accorda un instant de répit, laissant son souffle s'allonger en de profondes inspirations et expirations, un prélude nécessaire à la reprise de ses paroles. Les prêtres de Delphes venaient de désigner la nouvelle Pythie, reprit-elle. Ce fait obnubila ma mère au point qu'elle déploya une énergie considérable pour obtenir une audience. Les offrandes au sanctuaire d'Apollon, les rites de purification dans la fontaine de Castalie, le temps incalculable d'attente. Son travail acharné paya. Elle fut admise dans l'Aditon et put adresser une question à la prophétesse. Qu'a-t-elle demandé ? Une question simple et concise. Un grand malheur va-t-il s'abattre sur ma famille ? Seikilos ferma les yeux de peur, pressentant ce qu'il allait entendre. D'après ma mère, la Pythie entra dans un état de transe et prononça des paroles invraisemblables, puis un prêtre se mit à déclamer une prophétie en hexamétros. Sombre augure est l'arrêt que les divins taillèrent, un voile de malheur sur ta maison s'étend. La jeune femme qui s'unira à la lyre avant l'âge blanc verra le froid vil de la mort, car une grave offense de la haie de la faute a créé le talion des habitants des cieux. Seikilos, abasourdi,
eut un temps de recul avant de pouvoir parler. « Je ne comprends pas. Quand nous nous sommes rencontrés, tu savais que j'étais un aède joueur de lyre. Tu m'as épousé en toute conscience de cause ? Seikilos, combien de fois as-tu chanté et conté l'amour dans toute sa folie ? Je n'aurais jamais espéré mieux que cette vie, fût-elle brève, à tes côtés. » Une fois de plus, la tragédie et le romanesque s'étaient joints, rappelant les récits du temps jadis tels qu'Alceste et Admète. Un charivari d'émotions contradictoires se déchaîna de toutes parts dans l'âme de Seikilos. Il se trouvait au seuil d'un abîme de douleur, éclairé par la pureté des adieux consentis d'un amour sans faille. « Tu ne m'as jamais condamné à mort, mon être aimé, » ajouta-t-elle. « J'ai choisi ce destin. Pardonne-toi la faute que tu as commise, et tant que tu vis, brille. Essaye de ne t'affliger de rien. La vie ne dure guère, et à la fin, le temps exige son tribut. » Porteuse d'une humanité profonde, ces paroles s'échappaient de sa voix lasse comme un murmure musical. La conscience que la main d'Euterpe perdait de sa force dans la sienne incita Seikilos à ouvrir les yeux. Elle le fixait. Elle ne respirait plus. Chapitre 3. Baignée dans une pénombre recueillie, la pièce maîtresse était devenue un précieux reliquaire. Des guirlandes de fleurs pâles, des roses fanées et des brins de cyprès avaient été disposés autour du lit où reposait le corps inanimé d'Euterpe. Autour de cette immobilité sacrée, les familiers et les amis, les paupières rougies par le chagrin, s'acquittaient des derniers rites séculaires. Son corps, purifié par l'eau lustrale aux effluves herbacés qui emportaient les stigmates de la souffrance, avait été oint d'huile rare aux senteurs à la fois suaves et amères. Euterpe était parée de sa tunique la plus délicate, une blancheur virginale ornée de quelques broderies qui avaient jadis ravi son regard. Ses mains, paisiblement jointes, reposaient sur sa poitrine, tenant une branche d'olivier, promesse d'une paix éternelle. Les proches et les voisins franchissaient tour à tour le seuil de la demeure. Ils déposaient avec déférence une dernière offrande près du corps, murmurant une prière évanescente ou un souvenir ému à l'oreille de Seikilos, qui se tenait à l'écart comme une statue de douleur. Leurs paroles de réconfort peinaient à atteindre la profondeur de sa blessure. Ils souriaient poliment. Au-delà de ce simulacre de quiétude, un autre écho le hantait. Ces derniers temps, alors que la maladie consumait son épouse, les paroles de cette dernière chantaient. Ses plaintes et ses soupirs, asservis par le mal, semblaient s'élever sur une étonnante musicalité. Des sons d'agonie drôlement convertis dans l'esprit d'un musicien. Lui, sur qui la malédiction pesait, l'empêchant de retrouver les harmonies, les rythmes qui autrefois jaillissaient si naturellement de son esprit, trouvait dans cette voix éteinte une étrange consolation. Si cette mélodie de l'adieu devait être le seul chant que sa mémoire consentit à préserver, il s'en accommoderait avec une tristesse résignée. Le théâtre de la douleur se déplaça hors des murs de la maison, où la procession funéraire s'ébranla à travers les rues de Tralles. Le réceptacle de la dépouille, porté par les épaules endolories des proches, avançait lentement. Les lamentations déchirantes des pleureuses guidant le cortège amenaient les curieux. À l'écoute des flûtes et des lyres distillant des airs funèbres, Seikilos ne put refouler son amertume de ne pouvoir en faire autant. Son cœur inspiré aurait transmué en harmonie toutes ses émotions ineffables autrement. Lysandra lui prit la main. Dans l'agora,
L'air était lourd des volutes odorantes de l'encens, du parfum fragile des pétales jonchant le sol et de la retenue palpable de la foule. La voix grave et solennelle du dignitaire religieux prononça l'oraison funèbre. Il tissait une trame d'éloges délicats à la mémoire d'Euterpe, évoquant sa grâce et son esprit, ainsi que de la compassion à l'égard des affligés. Il formula les incantations consacrées à son repos éternel et à son voyage vers les contrées mystérieuses de l'au-delà. Sous le feu de la fixité des regards qui le prenaient pour cible, Seikilos sombrait dans une gêne poignante, ce qui renforça l'épaisseur de son capitonnage mental. Les mots déclamés n'étaient d'aucun secours manifeste et ne semblaient être que de lointains et indistincts chuchotements. Seul le regard affectueux et compréhensif du hiérophylaxe présent à ses côtés lui apportait une once de support. Vint l'ascension vers la nécropole au nord de la cité. Sur une colline paisible dominant une vallée somptueuse se tenait la résidence des disparus. Seikilos serpenta le chemin ascendant avec le cortège, maintenant réduit au très proche. En levant la tête, il vit se profiler au loin la structure de bois clair, austère et imposante, l'autel du dernier voyage, le bûcher funéraire. Surélevé comme une offrande au ciel, le linceul devint ardent. Les yeux reflétant les flammes incandescentes, Seikilos ressentit chaque crépitement qui s'échappait comme emportant un fragment de sa propre âme. Son être se consumait d'une autre manière. Il ne restait plus que des cendres. La mise en terre de l'urne marquait l'achèvement du rite. Ce moment parut presque paisible en comparaison des instants écoulés. Les usages dictaient l'installation d'une pierre gravée du nom, de l'âge et de la filiation. Les derniers participants se retirèrent après avoir effectué une libation du vin préféré d'Euterpe. Le jour déchut peu à peu. Seikilos était resté, amorphe, avec le frémissement du feuillage et le son rauque de quelques croassements pour seule compagnie. Il repartit à son tour. Dans un monde qui n'hésita jamais à continuer sa course, Seikilos vivait dans une demeure remplie d'absence. Il avait déjà fait face au deuil auparavant, ceux de ses parents, de sa sœur aînée. Ce furent bel et bien ces sensations familières, ici d'une acuité renouvelée, qui revenaient à la charge. Il était las d'entendre cette litanie éculée selon laquelle le temps seul saurait cautériser les blessures. Bien que cet adage soit humecté de vérité, ceux et celles qui le prononçaient ne connaissaient pas toute l'histoire. Une des faces de la malédiction s'était refermée, laissant derrière elle une traînée de ravages, un sillage de désolation. L'autre partie dépossédait Seikilos de son art. Cette deuxième perte, à l'impact tenaillant, plongeait l'éprouvé dans un état perpétuel de consternation. Le deuil, catalyseur du désespoir créatif, aurait engendré les vers les plus sublimes, les mélodies les plus célestes, et par-dessus tout, aurait créé l'hommage à sa femme qui, à la vue de tous, aurait pourfondu le temps en défiant l'oubli. La sépulture d'Euterpe était prosaïque, triviale, commune. Or, Euterpe n'était pas commune. La frustration culmina quand, recroquevillé dans la couche des confessions, Seikilos se surprit à exprimer tout haut « Il doit bien exister une voie pour contourner cette fichue malédiction. » L'histoire était jonchée de héros et de dieux ayant usé de la ruse pour atteindre un but. Hermès, dont l'astuce et la manipulation avaient joué des tours à bon nombre. Le roi d'Ithaque, l'homme aux 1000 tours, fit gagner une guerre par le stratagème et s'accrocha à son propre mât pour ne pas succomber aux tentatrices. Enfin, Prométhée, celui qui pense avant, aimait s'affranchir des lois divines. En ce qui concerne la jugeote, Seikilos avouerait volontiers n'en avoir jamais été le plus étincelant des représentants.
Il était de ceux favorisant le procédé hasardeux de l'instinct, laissant venir les choses à lui pour s'en imprégner. Dès lors que son apprentissage des instruments avait été effectué, il ne besogna jamais plus fastidieusement sur ses travaux musicaux, les laissant s'offrir à lui au gré d'inspirations diverses et instantanées. Les deux Euterpes. Le sommeil capricieux, Seikilos chercha souvent asile dans la fraîcheur et le calme des aubes naissantes, où il cheminait vers la nécropole. À ce moment du jour, une atmosphère différente régnait. Une brume vaporeuse déroulait un voile opalescent, accentuant la nature déjà spectrale de la cité des morts. Le soleil, encore courbattu par sa récente apathie, se donnait de la peine à allumer un firmament indécis entre le gris perle et le rose pâle. Poursuivant sa lente progression entre les monuments funéraires, Seikilos laissa sa main effleurer les stèles polies par le temps et les intempéries. Ici reposait Chrysanthe, une amie d'enfance au rire strident. Il se souvenait des jeux d'enfants dans les oliveraies. Plus loin, il reconnaissait le nom de Philotas, compagnon d'apprentissage musical avec qui il échangea son premier baiser. L'inscription lapidaire évoquait sa bravoure au combat. Un souffle profond s'échappa de ses lèvres lorsqu'il distingua la pierre d'Elpis et Attalos, ses parents. Combien de non-dits pesaient encore entre eux et lui? Il se promettait qu'un jour, son cœur briserait enfin sa carapace de silence en ce lieu même. Encore quelques pas, et il arriva devant Euterpe. Là également, il n'avait pas encore osé lui parler. Les paroles justes demeuraient introuvables. Une contemplation stoïque et recueillie était la limite que ses forces lui imposaient. Ses prunelles étaient ancrées sur la pierre, le nom de son épouse s'y inscrivant avec une telle intensité que même les paupières closes, l'empreinte lumineuse des caractères persistait. Il y avait tellement de souvenirs merveilleux auxquels songer pendant ces moments de recueillement. Pourtant, il ne pouvait se défaire du traumatisme des derniers instants. C'était toujours cette voix sonnant comme une lyre échinée, ces paroles justes et mesurées qui finissaient par envahir de manière immuable les replis de son esprit. Ce sont eux les véritables fantômes. Des fantômes tourmenteurs ou des messages d'outre-tombe? Les yeux de Seikilos s'arrondirent de stupeur alors qu'il tentait de rassembler les lambeaux d'une révélation fulgurante. La voix de sa femme était de la musique sans en être. Ces mots étaient des paroles de chansons sans en être. Ces choses n'étant pas ce qu'elles semblaient être, il lui était conféré la liberté de se les remémorer à son gré. Voilà comment il pouvait gruger la malédiction. Son œuvre ultime sera une stèle portant en son sein l'épitaphe, alliance des vocables et des harmonies que sa seule et véritable muse, son épouse, lui avait inspirée. En arpentant le chemin qui menait à un des ateliers de tailleurs de pierre, Seikilos ressentit des émotions galvanisantes, une effervescence qu'il croyait trépassée. Avoir une quête porteuse de sens, voilà de quoi penser une âme meurtrie. Il exposa au lapidaire sa vision. Il lui fallait une roche claire et lumineuse, comme seul le marbre blanc semblait pouvoir incarner. La dimension souhaitée était modeste. Un empan augmenté d'un doigt et demi en hauteur suffirait. Cette pierre sera taillée en forme subcylindrique et ornée d'une partie supérieure délicatement arrondie, évoquant ainsi des allures de colonne élancée. Le marbre blanc, étant connu pour sa docilité sous l'outil, constituait le choix parfait, car Seikilos nourrissait l'intention de graver lui-même l'inscription, et dans cette perspective sollicita auprès de l'artisan un maillet et une pointerolle. Quand la stèle fut façonnée et prête, Seikilos intima qu'elle fût conduite et déposée directement sur la sépulture. C'est là qu'il voulait mettre son cœur à l'ouvrage et graver l'épitaphe. Bien conscient de l'inconfort de travail que cela suscitait et de son inaptitude avouée pour les travaux manuels,
C'est au plus près d'Euterpe qu'il voulait le faire. Quel que fût le temps nécessaire, il ne quitterait pas les lieux. Le matin d'après, Seikilos se rendit à la nécropole. L'ascension de la colline se fit au son d'incantations qu'il savait futiles à Zeus Ombrios, porteur de pluie, pour espérer avoir des cieux céruléens épargnés de toute bourrasque et déluge. Il n'était pas seul. En circulant parmi les tombes, il se savait accompagné de tous ceux qui l'avaient connu. La petite colonne de marbre était là. Assis en tailleur, Seikilos apposa ses mains dessus et parcourut sa surface. Ce morceau de roche allait devenir un symbole, le dernier acte d'un musicien pour sa femme bien-aimée. Armé de son outillage, d'une bravoure récemment ravivée et de ses souvenirs, Seikilos entama la gravure dans une position inconvenante. Pour l'incipit, annonciatrice de l'épitaphe, Seikilos voulait, dans une strophe, que la pierre elle-même chantât dans l'esprit de ceux qui émanaient d'Euterpe. Le maillet et la pointerole entamèrent leur cognement, véritable percussion cadençant une danse d'éraflure sur le minéral. L'emprise du temps s'étant volatilisée. Les nuages se succédèrent sans relâche, la luminosité du lieu vacillait, et pourtant, le choc régulier des outils ne discontinuait pas. Seikilos eut un moment de césure. Ses mains se crispèrent derrière son dos, le forçant à fixer le ciel. Il n'avait plus de repères temporels. Son corps portait les flétrissures de la fatigue, la sueur côtoyait le frisson. Ses mains étaient recouvertes de blessures diverses assénées par son labeur. Il aborda alors l'élaboration de la seconde partie. Il se concentra car il devait transcrire les paroles d'Euterpe. Ses talents de musicien illustrèrent le texte d'une notation musicale utilisant un réseau de traits horizontaux, disémés et trisémés. Ceci prit un temps considérable. Les derniers coups du maillet résonnèrent de manière incertaine. Son être était titubant. Lorsqu'il s'arrêta, la confusion avait atteint un point culminant. Ses muscles étaient engourdis. Il ne percevait que son faible souffle. Ignorant si son labeur était achevé, il s'efforça de se relever. Ses jambes le soutenaient à peine, mais cet effort lui apporta un soulagement bienvenu. Il reprit une respiration normale tandis qu'il portait une gourde à ses lèvres assoiffées. Quand sa vision floue se clarifia enfin, il la vit dans son entièreté, gravée de haut en bas. Ekon elithos emi, tithesi me Seikilos enetha memesa thanatus sema pulchronion. La pierre que je suis est une image. Seikilos me pose ici, d'un souvenir immortel, signe durable. O son ses faenu, meden holosu lipu, prost eligon estito sen, totelos hochronos apaitie. Tant que tu vis, brille, ne t'afflige absolument de rien. La vie ne dure guère, le temps exige son tribut. Son acharnement fut fructueux. Pour les âges à venir, le monde en porterait témoignage. Euterpe avait existé et son époux avait bravé la malédiction pour le faire savoir. Notes et références. En 1883, lors de la construction d'une voie ferrée aux abords d'Éphèse, aujourd'hui en Turquie, on a découvert une stèle de marbre fragmentée, mais ornée d'une inscription intacte. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'épitaphe de Seikilos, ou chanson de Thrale, révèle un bref poème mélancolique en grec ancien, surmonté de sa notation musicale
placé sur une tombe qu'a fait ériger un certain Seikilos pour son épouse près de l'actuel Aydin en Asie mineure. Cette trouvaille exceptionnelle permit de découvrir le plus ancien fragment musical complet qui soit parvenu de la Grèce antique. Sa datation est toujours incertaine, entre 200 ans avant et 200 ans après Jésus-Christ. On peut écouter cette mélodie chantée par différents artistes aujourd'hui. La stèle elle-même est conservée au Musée national du Danemark. Någon svenu med en olosulupu Προσόλιγονες τιτόζεν το τέλος ο χρόνος απέτει όσον ζεσφαίνου με δεν ολοσουλουπού Προσόλιγονες τιτόζεν το τέλος ο χρόνος απέτει